Restez chez vous, c'est le message envoyé par le gouvernement en Italie face à la crise du coronavirus. Plus de 60 millions d'Italiens confinés dans tout le pays. Une décision inédite en temps de paix dans un pays démocratique. On fera un point sur place. Les rues sont vraiment vides. Bon, il y a un monsieur qui porte ses courses, mais sinon les rues sont complètement désertes. On est encore loin de ce qui se passe en Italie, mais en France, l'épidémie progresse. Un virus qui touche même l'exécutif. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a été testé positif. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron doit rester confiné chez lui par mesure de précaution, ce qui pose la question ce soir de la continuité du pouvoir en cas de forte épidémie. Décryptage. Et dans ces conditions particulières sont maintenues les élections municipales. Le premier tour, c'est ce dimanche. Focus ce soir dans la ville de Lens. C'est dans le Pas-de-Calais avec Adrien Roire et ses invités. Des reportages, du décryptage dans ce 17-20. Le 17-20, c'est avec Adrien Roire, bien sûr, et avec Lucie Chomel. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, Jamel. Bonsoir à tous. La décision est inédite. Elle a été prise hier soir par Giuseppe Conte. Tout le territoire italien est maintenant placé en quarantaine. Et ce sont 60 millions de personnes qui sont priées de rester à domicile, sauf en cas d'absolue nécessité. Un confinement qui doit durer au moins jusqu'au 3 avril. On fait le point avec Anaïs Barr. La place principale de Florence complètement vide, des terrasses sans clients et des rues dépeuplées. Depuis hier, l'Italie en confinement général semble s'être endormie. À Rome, le Colisée aussi est désert. Dans les rues, ces affiches rappellent que les rassemblements sont interdits. La population a pour ordre de rester chez elle. Une situation angoissante pour cette ressortissante française. Petite fenêtre avec des barreaux. Alors ça, c'est ma fenêtre. En plus, il y a des barreaux. Alors ça fait vraiment... c'est à thème là avec la situation. En fait, ce qui est très impressionnant, c'est le silence, en fait. Enfin, on a l'impression que vraiment les gens ont pris conscience de la gravité des choses, parce que même les gens qui sont dans la rue, personne parle. Enfin, c'est... Voilà, quoi, c'est un petit peu angoissant. Cette autre Française compte sur son balcon pour mieux supporter l'enfermement. Ça, vous constatez aussi que les rues sont vraiment vides. Bon, il y a un monsieur qui porte ses courses, mais sinon les rues sont complètement désertes. Les consignes, éviter tout déplacement sauf pour raisons professionnelles ou médicales, ou encore pour faire quelques courses. Depuis hier, les supermarchés sont pris d'assaut par peur de la pénurie. On a installé en fait une petite étagère où au fond vous avez du riz, des pâtes, de la farine et autres. Si les Italiens sont confinés, le pays lui n'est pas coupé du monde. Cette Italienne qui vit en France a pu passer la frontière sans problème. Vous avez pu passer la frontière normalement? Oui, ce matin, oui. Je suis venue faire des courses et acheter le journal. Un confinement qui devrait se poursuivre jusqu'au 3 avril. Et avec nous sur ce plateau, Alberto Toscano. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes journaliste et écrivain italien, buonasera, comme vous dites. Et Bernard Jomier, bonsoir, sénateur PS de Paris. Merci d'être avec nous sur France Info. Marion Mercier est également avec nous. Bonsoir Marion. Bonsoir. Quelles sont dans le détail les mesures prises par les autorités italiennes ? On va les regarder justement en images. La première consigne, vous l'avez dit, elle est résumée dans ce visuel publié notamment par les autorités sanitaires italiennes, notamment sur Twitter par le ministère de la Santé. Eh bien, une porte pour dire laisser le virus à la porte et rester à la maison. Très concrètement, ça veut dire que véritablement, les déplacements des Italiens sont strictement limités. Ils doivent répondre à des impératifs professionnels vérifiés ou à des situations d'urgence. Image des routes et autoroutes italiennes complètement vides ce matin, proposé par la RAI, ou encore de cette reporter de la RAI dans la gare de Padoue qui nous explique qu'il y a d'abord très peu de voyageurs et ensuite que s'ils veulent voyager, ils doivent montrer à la fois leur billet mais aussi leur carte d'identité et justifier le motif de leur voyage auprès de la police ferroviaire. Bien sûr, les personnes qui présentent des symptômes sont incitées à rester chez elles, de même que les personnes malades sont assignées à résidence, et puis les entreprises sont incitées à proposer des congés à leur personnel.
Alors Marion, les rassemblements sont également interdits. Oui, c'est la deuxième mesure avec la fermeture des théâtres, des cafés, des écoles, des universités, des cinémas. Tout est fermé, y compris les salles de sport comme cette piscine milanaise complètement vide cet après-midi. Les centres de bien-être, centres culturels, tout le monde doit cesser toute activité. Puis en termes de rassemblement, on est en Italie. Autre mesure très forte, c'est l'interdiction des cérémonies religieuses jusqu'au 3 avril. Pas de baptême, pas de mariage, pas de funérailles. D'ailleurs, le pape a tweeté hier matin ce petit message sur Twitter. Prions ensemble. Pendant ces jours, vous pouvez suivre la messe depuis Sainte-Marthe, sa résidence, en streaming chaque matin à 7h. Et c'est vrai qu'il a publié ce matin cette petite vidéo donc de sa messe, effectivement, depuis sa résidence de Sainte-Marthe à 2 pas de la basilique. Et il est effectivement tout seul, le pape François. Et dans le même genre, les bars et les restaurants ne sont pas complètement vides, mais ne sont pas fermés, mais ils sont quasiment vides, puisqu'en fait, on a le droit de s'y rendre, mais il faut respecter une distance de 1 mètre avec son voisin. Et puis ces bars et restaurants, ils ferment à 18h aussi pour lutter contre la propagation du virus. Merci beaucoup Marion. Et on apprend via un communiqué ce soir qu'Air France suspend tous ses vols vers l'Italie à partir du 14 mars et jusqu'au 3 avril. Alberto Toscano, en Italie, le mot d'ordre est répété sur tous les tons. Io sto a casa, je reste à la maison. Restriction inédite dans un pays démocratique en temps de paix. Vous avez déjà vu ça, vous? Restriction inédite et indispensable en même temps. Parce que ceux qui en Italie critiquent le gouvernement demande, comme l'a fait aujourd'hui le chef de l'opposition de droite, Matteo Salvini, des décisions, de mesures encore plus draconiennes que ça. Donc, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale que l'Italie ne vit pas un moment, une situation comme celle-ci, et qui plus est, on se demande jusqu'à quand, parce qu'il y a cet élément d'inconnu qui plane sur cette situation. Quand est-ce que ça va se terminer? Mais on a l'impression aussi que on passe d'une étape à l'autre avec des mesures drastiques très très rapidement. C'est-à-dire qu'en début de semaine hier, on parlait du nord de l'Italie qui était complètement confiné et le lendemain, mardi, aujourd'hui, ça y est, c'est tout le pays à l'échelle d'un pays. C'est énorme et ça va très très vite. Ça va vite parce que ça n'a pas marché. Et tandis que la petite zone rouge de 50 000 personnes a donné un résultat parce que les gens n'ont pas pu sortir malgré quelques exceptions. Et aujourd'hui, la contagion est en train de baisser dans la zone rouge ancienne, la petite en Lombardie. Cette grande zone orange de l'Italie du Nord, de 15 millions de personnes, ne marchait pas du tout. Les gens partaient, allaient n'importe où dans le reste d'Italie. Et donc, il fallait mettre toute l'Italie en quarantaine et demander, chose que le président du Conseil, Giuseppe Conte, a fait hier soir à 9h par un discours assez dur. Est-ce qu'il n'aurait pas dû la prendre plus tôt, cette décision? On imagine qu'il n'est pas facile à prendre. Évidemment. L'Italie est un test pour l'Europe entière. Donc, ce qui se passe en Italie sera étudié par les autres qui décideront qu'est-ce que c'est bon et pas bon, qui verront et qui imiteront certaines mesures et éviteront de commettre des erreurs. Alors, probablement, l'erreur a été d'imaginer une immense zone orange de 15 millions de personnes. C'était intenable. Là, toute l'Italie est paralysée. On demande aux Italiens de ne pas sortir de chez eux. Et c'est la seule façon, selon le gouvernement italien et selon les personnalités de sciences italiennes, pour éviter que la contagion, à ce point-là, puisse déraper. Mais est-ce que le gouvernement aurait dû prendre ces décisions plus tôt pour sauver des vies, justement, puisqu'il y a plus de 460 morts alors L'histoire, on la écrira plus tard. Peut-être que si, peut-être que non. Peut-être on verra plus tard quelles erreurs ont été commises. Aujourd'hui, on est là. Et aujourd'hui, le problème pour le gouvernement italien est de faire respecter cette mesure, comme quoi les gens ne sortent pas de chez elles, sauf que pour une raison indispensable. Acheter quelque chose de la nourriture, aller à l'hôpital, aller travailler pour des métiers nécessaires à l'ensemble de la collectivité. Bernard Jomier, est-ce que c'est la décision qu'il fallait prendre, un peu comme ce qu'a fait la Chine également pour la région du Hubei, de confiner plusieurs millions de personnes pour endiguer, tenter d'enrayer cette épidémie? Alors, ce sont deux situations qui sont totalement différentes. Dans le Hubei, il y a une négation de l'épidémie par les autorités pendant plusieurs semaines qui fait que le foyer s'est développé
sans qu'aucune mesure soit prise. En Italie, c'est autre chose. Nos amis italiens sont confrontés à une épidémie qui a flambé extrêmement rapidement. Il sera temps plus tard, effectivement, d'analyser pourquoi. Mais face à cette flambée, effectivement, des responsables politiques doivent tenir une balance. Plus vous isolez les personnes, plus vous arrêtez un pays, plus vous allez arrêter la transmission de l'épidémie, mais avec un coût social et économique qui est extrêmement élevé. Donc il faut tenir la balance entre les mesures nécessaires pour freiner l'épidémie, pour éviter qu'elle n'engorge complètement les hôpitaux et qu'elle cause beaucoup de morts. Et ce qui est flagrant dans l'épidémie italienne, c'est qu'il y a un taux de décès qui est beaucoup plus élevé qu'en France, puisqu'à l'heure actuelle, il est autour de 5% pour un peu moins de 2% en France. Et donc, il faut prendre les mesures nécessaires. Et quand ça flambe comme ce qui se passe en Italie, il est légitime que le gouvernement prenne des mesures beaucoup plus restrictives que celles que nous prenons en France. Alors cette question à présent, est-ce que l'Italie réussira à éviter le crash de son système hospitalier ? C'est une question qui se pose clairement aujourd'hui parce que le nord du pays, le nord de l'Italie, particulièrement touché par le Covid-19, on l'évoquait, c'était le premier foyer en Italie, eh bien, les hôpitaux là-bas sont clairement sous pression. Ils vivent une crise inédite. Le risque, c'est la saturation de l'hôpital. Alors on va faire le point sur cette situation avec Majid Kiat parce qu'on va le voir, les médecins sont confrontés à des choix extrêmement difficiles, voire complètement impossibles. Regardez. Ces derniers jours, nous devons choisir qui intuber entre un patient de 40 ans et un de 60 ans qui risquent tous les deux de mourir. C'est atroce et nous en pleurons, mais nous ne disposons pas d'appareils de ventilation artificielle en nombre suffisant. C'est le récit d'un médecin de l'hôpital de Crémone en Lombardie. Il est au cœur de l'épidémie de coronavirus. Ce dilemme auquel font face les médecins, il est précisé dans une note d'un groupe d'experts en réanimation. Il existe 15 critères pour choisir les personnes vers qui il faut orienter les soins, comme l'âge ou les antécédents pulmonaires. Selon eux, il faut privilégier les personnes plus jeunes. La raison, c'est le manque de lits dans les services de réanimation. Et pourtant, le gouvernement italien a pris des mesures. Augmentation du nombre de lits en soins intensifs pour passer de 5 000 à 7 500. Doublement du nombre de places dans les services de maladies infectieuses. Ou encore 20 000 embauches, des médecins, des aides-soignants, des infirmiers. Une mobilisation totale dans tout le pays. Alberto Toscano, on l'a vu, des recommandations pour dispenser des soins intensifs à ceux qui ont les plus grandes chances de s'en sortir, c'est terrible. C'est terrible. Là, c'est un cas limite, hein. C'est un cas extrême cité dans un document d'une association de médecins qui veut dénoncer, qui veut lancer un cri d'alerte, mais ce n'est pas une situation normale. Ceci dit, la situation normale dans les services de réanimation des hôpitaux italiens, je parlais encore hier avec une dame, une médecin italienne qui travaille là-dedans, est effectivement dramatique. Ce n'est pas une situation normale, mais elle a bien lieu, cette situation. Ce cas extrême a eu lieu, c'est vérifié. Il n'a plus lieu aujourd'hui, c'est ce que vous voulez dire ? Je veux dire que c'est un cas extrême. Pour l'instant, ce n'est pas la majorité. C'est pas la règle. Oui, c'est une exception absolue. Mais ça existe. La chose la plus inquiétante de toutes est la condition normale où les services de réanimation sont totalement débordés. Même s'ils arrivent à intuber tout le monde, ils sont quand même débordés. Et ça a lieu dans une condition de stress extrême pour les médecins. Aujourd'hui, les deux quotidiens principaux italiens, Corriere della Sera et Repubblica, publient la photo d'une dame médecin qui s'écroule après des dizaines d'heures de travail continu. Donc le médecin devient quelque part le héros pour l'opinion publique italienne, un peu comme les pompiers de New York après la tour jumelle. Vous parlez d'une mise en scène des journalistes en Italie ? Non, il n'y a pas de mise en scène des journalistes, au contraire, il y a une réalité. Et cette réalité consiste à indiquer cette catégorie de médecins comme une catégorie de héros de cette situation. Ceci dit, le système sanitaire italien est débordé. Le système des régions où ça se vérifie, les régions du nord de l'Italie, est un système sanitaire de qualité. Mais malgré tout, il manque de moyens parce que personne n'avait imaginé un état d'urgence comme celui-ci. Justement, la question des moyens, elle se pose, particulièrement parce qu'on voit que le gouvernement prend des mesures de restriction, on voit que certains secteurs comme l'hôpital sont à bout, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a aussi des mesures d'aide qui sont prises par le gouvernement pour l'hôpital ou dans des secteurs économiques particuliers ou pas encore ? Mais ces mesures d'aide impliquent un délai
le gouvernement a décidé d'embaucher 20 000 personnes pour le système sanitaire. Où est-ce qu'on les trouve? Comment est-ce qu'on les forme? Évidemment, il y a... Mais dans l'immédiat, il n'y a rien. On a commandé des masques. D'ailleurs, je sais qu'en France aussi, il y a un manque cruel et dramatique de masques. Monsieur le sénateur pourra peut-être confirmer ou démentir ça. Je crois savoir ça. Mais chacun de nous était débordé. Les Italiens, ayant été les premiers, ont été débordés de façon plus évidente que les autres et probablement ayant été moins organisés que les Français, sur le plan au moins de leur coordination politique et administrative, ont mis en évidence des failles plus dramatiques. Alors, on a désormais les chiffres qui viennent de tomber pour l'Italie. Il y a désormais, croisons les doigts, il y a désormais plus de 10 000 personnes infectées par le coronavirus. Et 631 personnes sont décédées contre 463 hier. Oui, mais aujourd'hui, combien Aujourd'hui, nous sommes à 631 personnes qui ont perdu la vie. Pas dans la journée d'aujourd'hui, en tout. En 24 c'est la heures, totalité. Si vous voulez, en 24 heures, il y a eu pratiquement un peu plus de 170 personnes décédées. 170 morts en 24 heures. C'est tragique. C'est une guerre, c'est tragique. C'est une tragédie épouvantable. Bernard Jomier, la Slovénie vient d'annoncer la fermeture de sa frontière avec l'Italie. Est-ce que la France doit faire de même? Non, parce que la fermeture des frontières, d'abord, n'est pas un bon signal. Deuxièmement, ça n'arrêtera pas l'épidémie. L'enjeu, ce n'est pas de l'arrêter, elle est inarrêtable. L'enjeu, il est de deux ordres. Un, de l'étaler assez dans le temps pour qu'il n'y ait pas ce pic, ce qui arrive en Italie, qui déborde complètement les hôpitaux et qui fait qu'ils ne sont plus en capacité de prendre en charge les patients. Et là, je vous disais tout à l'heure, on était à 5% de décès, maintenant 6% en Italie. Donc c'est extrêmement élevé et c'est le témoin de ce pic épidémique très fort. Donc les autorités françaises ont pris des mesures et chacun a une part de responsabilité. Les gestes qui sont répétés de se laver les mains, de ne pas se serrer la main, d'éviter de s'embrasser, sont efficaces pour ralentir la progression de l'épidémie et donc pour permettre aux hôpitaux d'absorber. Et la deuxième mesure, le deuxième ordre, c'est de donner suffisamment de moyens aux hôpitaux. Et là, on peut avoir tout de même une inquiétude parce qu'on a un système hospitalier, tout le monde l'a vu depuis un an, qui est sous tension, qui est en difficulté pour répondre aux besoins du quotidien. Et à ce système hospitalier, on va demander de prendre en charge cette situation exceptionnelle. Et là, effectivement, il faut que le gouvernement agisse de façon très forte. Alors en France, le dernier bilan réactualisé cet après-midi, il est de 30 morts pour 1606 contaminations. Emmanuel Macron, qui espère que l'épidémie sera la plus courte et la plus petite possible, a déclaration qu'il a tenue lors de sa visite ce matin auprès des personnels du SAMU de l'hôpital parisien Necker-Enfants Malades. Et une visite de soutien alors que le 15, on le sait, est débordé depuis plusieurs semaines, depuis le début de l'épidémie de coronavirus en France. Environ 6 000 appels par jour, c'est le double qu'en temps normal. Et aujourd'hui, le président, vous allez l'entendre, a prôné l'anticipation, l'adaptation aussi de chaque citoyen français. Écoutez. Nous sommes au tout début de cette épidémie. Il faut être très clair, lucide. Le ministre, le directeur général de la Santé n'ont cessé de le rappeler. Nous sommes organisés et en particulier nos SAMU affrontent les débuts de cette crise. Je pense qu'il ne faut pas considérer qu'il va y avoir à un moment donné, à une heure donnée dans notre pays, une grande bascule où tout va changer. Il faut qu'on reste extrêmement adaptable et donc qu'à chaque moment, selon la différenciation des territoires, nous sachions nous adapter aux conditions de l'épidémie. Bernard Jomier, vous êtes sénateur, mais vous êtes également médecin, il faut le rappeler, oui. Médecin généraliste. Il y a 60 millions d'Italiens, un peu plus de 60 millions de Français. Emmanuel Macron qui a affirmé que l'épidémie est inexorable en France. Est-ce qu'il faut s'attendre dans ces prochains jours, prochaines semaines, à ce que la France connaisse un nombre, je veux dire, aussi significatif de personnes infectées qu'en Italie? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas au pic de l'épidémie. Donc, elle va encore progresser. Jusqu'à quel niveau, c'est très difficile à dire. La Chine a stabilisé son épidémie à autour de 600 cas pour 10 millions d'habitants. La Corée du Sud, ils ont dépassé largement les 1000-1200 cas pour 10 millions d'habitants. Donc, on ne sait pas à quel niveau exact va se stabiliser l'épidémie. Ce qui est certain, c'est qu'il a raison, le chef de l'État, on en est au début. Elle va progresser, elle va continuer. Et tout l'enjeu, c'est que nos hôpitaux aient les moyens de faire face à cette épidémie et que les Français maintiennent les mesures de prévention dans la durée.
Mais si nos hôpitaux, si on n'arrive pas à étaler l'épidémie, comme vous le dites, et comme le souhaiterait aussi le gouvernement, est-ce que nos hôpitaux sont capables de faire face à un pic qui serait très fort, pourquoi pas de l'intensité de l'Italie? Est-ce qu'on peut faire face à ça aujourd'hui? Nos hôpitaux seraient en très grande difficulté si on avait la situation épidémique qu'il y a actuellement en Italie. Pour le moment, ils font face avec un niveau d'épidémie moindre. C'est pour cela que la mobilisation doit être totale. Des moyens supplémentaires sont nécessaires pour les hôpitaux. Le chef de l'État et les autorités sanitaires verront s'il est nécessaire de plus mobiliser le service de santé des armées, par exemple. Mais en tout état de cause, à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, la prévision est très difficile en la matière. Ce qui est certain, c'est les voies pour agir. Et les voies pour agir, c'est celles qu'on a expliquées. Majorer les moyens des hôpitaux au mieux et freiner au maximum le développement de l'épidémie. Les autorités qui ont interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes normal. Sur tout le territoire, oui. Mais un rassemblement de 999 personnes n'empêchera pas une personne dans la foule de contaminer les autres. Vous savez, la critique, elle est très facile. Moi, je me mets à la place... Non, mais pas de votre part, mais je l'ai entendu par ailleurs. J'ai vu des responsables politiques contourner comme ça la règle de façon tout à fait irresponsable. À Paris, vous voulez parler, oui, par exemple? Oui, bien sûr. Mais oui, maintenir un meeting parce qu'on abaisse à 900 au lieu de 1000. La réalité, c'est que quand vous mettez beaucoup de gens dans une atmosphère confinée pendant longtemps, c'est là où le risque de transmission est maximum. Et pourtant, la règle est claire des autorités, plus de 1000 personnes, interdiction totale. Alors, parce qu'il faut bien peut-être aller plus loin dans ces cas-là. Ce que je vous disais au début, il faut bien placer la barre quelque part entre la limitation des activités sociales et le fait qu'on ne peut pas arrêter complètement un pays, que cette épidémie n'est pas non plus la peste. C'est une épidémie sérieuse, dites. c'est une épidémie grave qui cause des morts, et donc il faut lutter avec tous les moyens dont on a à notre disposition, mais il ne faut pas arrêter le pays complètement. On l'a bien vu en Italie, dans le nord du pays, les mesures dans cette zone orange de la Lombardie, finalement, n'ont pas empêché de stopper l'épidémie. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, quelque part, comme en Italie, par exemple? On n'est tout de même pas certain qu'au début des mesures, elles aient été appliquées de façon très rigoureuse en Italie. Oui. On a même plutôt constaté le contraire. Et malgré ça, ça a marché. Toujours est-il que... Et là, maintenant, ça marche. Et ça a marché. Là, maintenant, ça marche. Le gouvernement italien a pris des mesures extrêmement restrictives. Et effectivement, l'épidémie, a priori, est en train d'être freinée dans la zone dont elle est partie. Par ailleurs, les autorités chinoises, une fois qu'elles ont affronté l'épidémie, qu'elles ont pris des mesures très restrictives à Wuhan, ont réussi à l'endiguer. Et comme vous le savez, maintenant, les hôpitaux qui avaient été ouverts commencent à fermer dans le Hubei parce que le nombre de cas baisse de façon significative. La Chine a une dictature. Si le gouvernement chinois décide qu'on ne sort pas d'une ville, alors l'armée est là, et si quelqu'un sort, on lui tire dessus. Dans un pays démocratique, évidemment, on ne peut pas avoir un résultat si on n'a pas la participation de l'opinion publique, du peuple. Donc, il faut convaincre l'opinion publique que le danger est là, il est bien réel. Et avec les chiffres d'aujourd'hui en Italie, évidemment, les Italiens éviteront certains comportements légers qu'ils ont eus pendant les derniers jours en essayant de contourner toutes les zones orange, rouge, blablabla. Alors, depuis hier soir, le gouvernement en France est directement touché par cette épidémie. Franck Riester, le ministre de la Culture, a été testé positif. Il se porte bien et reste à son domicile. Et aujourd'hui, la ministre de la Justice a elle aussi été testée. On attend pour le moment les résultats pour le début de soirée. Et ces nouveaux cas, ils posent la question de la continuité du pouvoir en cas de très forte épidémie. Justement, ces derniers jours, on va le voir, les mesures de protection ont été renforcées, particulièrement autour du président de la République. On voit cela avec Hugo Capelli. Et on en parle juste après. Emmanuel Macron en visite ce matin au centre de régulation du SAMU de l'hôpital Necker à Paris. Le président de la République est sous haute vigilance. L'Élysée met en place un protocole pour le protéger d'une contamination au Covid-19, ce qui ne l'empêche pas de se déplacer sur le terrain. L'exécutif veut rester en première ligne. Hier, Emmanuel Macron est venu inaugurer ce café-restaurant sur les Champs-Élysées. Seul entorse aux habitudes, pas de poignée de main ni d'embrassade. Désormais, les visites publiques au palais de l'Élysée sont suspendues. Un conseiller du président en contact avec une personne contaminée a été prié de ne plus venir à l'Élysée. Les visiteurs privés du président feront l'objet d'un contrôle de l'historique de leur déplacement. Après chaque réunion à l'Élysée, les salles seront désinfectées. Les remises de décoration ont été supprimées de l'agenda, mais le Conseil des ministres se déroulera demain comme prévu. Il se fera sans Franck Riester, testé positif au Covid-19.
Le ministre de la Culture assure n'avoir rencontré ni Emmanuel Macron ni Édouard Philippe depuis vendredi. Toutes les mesures de précaution ont néanmoins été prises. Il m'a confirmé qu'il avait reçu un appel de l'Agence régionale de santé pour mener ce qu'on appelle l'enquête cas contact, c'est-à-dire déterminer son agenda et les personnes avec qui il a pu être en contact rapproché. Et un ministre, ça serre beaucoup de mains. Ce qui veut dire que le circuit fonctionne très bien. Un ministre ne serre plus beaucoup de mains quand on dit qu'en France, il ne faut plus serrer beaucoup de mains. Et il a su appliquer évidemment les bons gestes barrières. L'objectif du gouvernement est de poursuivre son travail. Un plan de continuité d'activité a été mis en place. Bernard Jomier, c'est le président de Venez Souffrance, c'est votre président au Sénat, le président du Sénat qui aurait à prendre l'intérim de la présidence. Comment il va, Gérard Larcher ? À ma connaissance, il va très bien. Il n'y a pas de cas au Sénat. Vous savez que le Parlement a suspendu ses activités. Avant les municipales. Voilà, c'est habituel durant la période des élections municipales. Plusieurs députés ont été atteints. Il y a des maires qui sont atteints par le coronavirus. Vous savez, la fonction ne protège pas des virus. L'immunité parlementaire ne protège pas du coronavirus. Et donc, tout le monde est soumis aux mêmes règles. Et ce qu'on en voit très bien dans votre reportage, c'est que le chef de l'État s'applique les mêmes principes de prévention que tous les Français. Et c'est cela qui va le protéger. Et c'est cela qui nous protégera de cette épidémie et qui permettra de la franchir avec, on espère, le moins de morts possible. Dans ce contexte, vous ne craignez pas que les bureaux de vote soient désertés ? Alors c'est une vraie question. Ceux qui ont peur, par exemple. Une vraie question. D'ailleurs, le Sénat, Public Sénat, a fait une enquête sur le sujet où on voit que les Français qui craignent le moins de se rendre dans les bureaux de vote, ce sont les plus âgés. Et c'est assez instructif parce que ça dit bien ce sont la les résilience. Plus vulnérables. Ce sont les plus vulnérables, les plus touchés, les plus à risque d'avoir des complications et de mourir du virus. Mais en même temps, ce sont peut-être ceux qui ont le plus de recul, le plus d'expérience et qui savent qu'au fond, bien sûr, ce virus est sérieux. Bien sûr, cette épidémie est importante. On peut avoir peur de mais elle ne doit pas arrêter. À ses proches les plus vulnérables aussi. Pardon ? Cette peur, elle peut être justifiée puisqu'un jeune peut avoir peur de le transmettre à ses grands-parents. Alors, ça, c'est très, très juste. Les enfants ne présentent pas de forme grave, ils présentent beaucoup de formes asymptomatiques. Et par contre, et c'est la raison pour laquelle on est amené à fermer des crèches et des écoles, ils font circuler le virus, ils le transmettent après aux adultes et à nos aînés. Donc il faut maintenir ces municipales, selon vous ? Il faut bien sûr maintenir la vie démocratique. Elle ne doit pas s'arrêter à cause d'un virus. Elle doit se poursuivre. Et il faut que chacun, en responsabilité, aille dans les bureaux de vote. Les mesures sont prises pour que le bureau de vote ne soit pas un lieu de confinement. On pourra se laver les mains avec du gel hydroalcoolique avant et après. Il est conseillé d'amener son stylo pour émarger. Et donc, avec ces précautions, il n'y a aucune raison qu'on soit contaminé en allant voter. Merci infiniment. En Italie, un référendum a été repoussé. La condition est plus compliquée. Moi, j'ai quelques doutes qu'entre changer la date d'une consultation et avoir une consultation avec très peu d'affluence aux urnes soit la meilleure façon pour promouvoir la vie démocratique. Selon vous, il ne fallait pas maintenir ces élections ? Moi, je me serais posé le problème très sérieusement. Voilà. Je ne sais pas quelle aurait été la réponse. Mais... Merci beaucoup Alberto Toscano, journaliste et écrivain italien, d'avoir été avec nous. Merci à vous également Bernard Jomier, sénateur PS de Paris et médecin également, d'avoir été dans 17-20 de France Info. Dans ce contexte, donc, le gouvernement qui maintient le premier tour des élections municipales, c'est donc ce dimanche le premier tour. On vous propose un focus ce soir dans le 17.